Mesdames, Messieurs, bonjour. Samedi 16 septembre 2023, soyez les bienvenus au nom de la Société du Trotteur Français dans son nouveau siège, dans sa maison des courses, dans votre maison des courses, ici au 15 boulevard de Douaumont dans le 17e à Paris. C'est un jour important qui se veut donc être les portes ouvertes. Vous avez pu découvrir ces nouveaux locaux, vous avez pu découvrir aussi avec plaisir, on l'a vu ce matin et ce sera encore le cas cet après-midi, les collaborateurs de l'équipe de la Société du Trotteur Français qui au quotidien œuvrent pour le bon fonctionnement de celle-ci, qui sont vos interlocuteurs sur qui vous avez mis aujourd'hui, et on l'a vu ce matin, je le disais, vous avez pu mettre des visages, vous avez pu mettre des voix, vous avez pu mettre des personnes, et ça va certainement faciliter à terme vos échanges. Soyez les bienvenus pour cette belle journée qui se veut justement celle de l'échange, et je vous demande tout de suite d'accueillir sur scène Jean-Pierre Barjon, le président de la Société du Trotteur Français. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour, bonjour à vous. Nous sommes ici dans la maison des courses. Vous étiez très impatient d'accueillir les membres de la Société du Trotteur Français ici pour leur faire découvrir la maison des courses. Oui, parce que c'est un aboutissement. On a imaginé cet endroit, après on a convaincu le trot, le galop, le PMU pour construire cet outil de travail. Et ensuite, il a fallu l'identifier, ensuite évidemment l'acheter, le financer. Et puis maintenant l'exploiter depuis quelques jours. Donc c'est un aboutissement. Et comme cette maison, c'est la maison de l'association, c'est notre maison. Et vous êtes les premiers, alors avant le galop, avant le PMU, vous êtes les premiers à venir la découvrir. Et ça nous tenait énormément à cœur parce que on est chez nous. En quoi est-elle le symbole de la transformation que vous avez souhaité donner à la société ce qui est devenu la Société du Trotteur Français? Nous sommes une véritable association, et cette véritable association, elle a des responsabilités. Alors des responsabilités pour gérer le trot, et puis des responsabilités pour gérer notre GIE, le PMU, ou co-gérer avec France Gallo, co-gérer la FASEC, co-gérer Equidia, et co-gérer le GTHP. Donc c'est des missions extrêmement importantes. Et quoi de plus important que d'avoir un seul lieu pour travailler tous ensemble et qu'on puisse voir qui sont les patrons. Alors qui sont les patrons? C'est le trot, le galop, qui sont les patrons de toute cette organisation. C'est pour ça qu'on nous appelle les sociétés mères. Et derrière tout ça, on a 3500 collaborateurs qui doivent partager notre vision, notre stratégie et la mettre en œuvre dans tous les différents métiers que nous avons. Donc c'est une chance pour des associations comme les nôtres d'avoir des moyens aussi importants, une chaîne de télévision, des stades qui sont les stades de Longchamp ou de Vincennes ou d'Anguin, ou les 232 hippodromes en province, avoir un organisme de formation, avoir un centre d'entraînement à Grosbois, donc des moyens énormes, et donc une responsabilité pour nous d'avoir une maison pour justement avoir nos collaborateurs et travailler dans la modernité. Pardon. La modernité, c'est quoi? C'est d'avoir ces locaux, c'est d'avoir mon bureau à 21 mètres ou 22 mètres de celui d'Edouard Rothschild, c'est de pouvoir se voir tous ensemble et de comprendre le sens qu'a notre organisation. Et dans le sens qu'a notre organisation, c'est créer des courses, les imaginer, les créer, les réaliser, les confier au PMU pour qu'elles fasse l'objet de paris et donc d'une création de valeur, et derrière tout ça, avoir des consommateurs via Equidia qui soient satisfaits de notre produit. Et il n'y a rien de mieux que de se remettre en cause tous les jours. Et là, on va se voir matin, midi et soir au petit déjeuner, enfin, ou en tout cas au café, et à déjeuner. Donc une proximité qui est par essence la proximité du monde de l'entreprise. Donc une association avec une responsabilité d'entreprise à 10 milliards, et des collaborateurs motivés qui vont partager une ambition suprême, l'ambition de développer les courses hippiques en France. Et sur cette maison partagée, il y a un nouveau logo qui est arrivé, celui donc de la Société du Trotteur Français. Le nom a évolué ces derniers mois sous l'impulsion de votre mandature. Et hier, on a découvert un nouveau logo, une nouvelle identité visuelle. Que pouvez-vous nous dire là-dessus ? Oui, alors tout à l'heure, on parlait de France Gallo. On a une différence avec France Gallo, notamment, c'est que nous, notre raison d'être, c'est de faire vivre une race. Et c'est la race du trotteur français. Donc, c'est important que lorsqu'on s'appelle société, qu'on ait une marque, et bien que notre raison d'être soit dans notre nom. Donc, le comité a été très rapidement convaincu qu'il fallait
passer de société d'encouragement au cheval français à clairement la simplicité de société du trotteur français. Et dans le trotteur français, il y a cette race, il y a cette différence, et dans cette différence, il y a une particularité qui est la double activité. On est une des rares races à avoir le trot monté et le trot attelé. Et pour ce faire, il était nécessaire, quand on a un nouveau nom, d'avoir une identité graphique. Et que cette identité graphique, ça a été un gros travail en interne, qui a d'ailleurs été solutionné par des compétences internes pour arriver à faire cette fusion, comme vous pouvez le voir sur le logo, entre le jockey, l'activité étrier, qui est une belle endormie chez nous, qu'on doit développer et qui va être une source de recrutement, une source de progrès, une source de féminisation aussi pour nos équipes, et puis l'activité du sulky qu'on décrit plus. Donc cette mixité, cet ensemble homogène, eh bien c'est ce qui défend le programme, le projet du trotteur français. Voilà pour le décor. On va s'intéresser maintenant au fond, si vous voulez bien. Aujourd'hui, là, dans quelques instants, nous allons avoir les comptes rendus des travaux des différentes commissions. Pourquoi avoir voulu, souhaiter ce moment de partage et d'information? C'est assez simple. Les membres du comité sont les obligés des sociétaires. Pourquoi? Parce que vous, sociétaires, vous nous avez confié des responsabilités aux membres du comité, aux administrateurs, voire au président. Et nous sommes vos obligés. Et en étant vos obligés, on vous doit l'information, on vous doit le maximum de data, on vous doit la problématique et on vous doit nos propositions. Et aujourd'hui, nous sommes une date historique, l'inauguration de cet immeuble ensemble, mais aussi demain la grande journée des critériums. Et bien évidemment, c'est une des dernières rencontres avant les prochaines élections. D'où cette nécessité et cette envie de donner la parole à tous ceux qui ont travaillé pour vous, chacun dans leur domaine, pour défendre nos intérêts et construire ensemble un projet global dont, et vous l'avez compris, nous avons une certaine fierté dans le résultat. Merci beaucoup Jean-Pierre Bargeon, merci de cette introduction et de ces premiers propos. Donc en effet, nous allons passer de commission en commission et nous allons débuter avec une première commission, la commission des finances. J'appelle tout de suite Patrick David. Non, mais on va plutôt appeler monsieur Cazeneuve, Gérard Cazeneuve, qui me rejoint sur scène tout de suite. Bonjour Gérard. Oui, en tout cas. Je vous en prie. Alors expliquez-nous quels ont été les sujets travaillés par votre commission au cours de ces dernières années. Merci, bonjour à tous. Oui, Gérard Cazeneuve, j'ai une autre casquette, je suis président de fédération régionale et président d'Hippodrome. Et avant de commencer mon propos, moi je voudrais adresser mes remerciements à l'équipe dirigeante actuelle parce que les gens qui m'entourent, je vais les citer, Joël Bourgeois, Alexandre Lanoé, membre du conseil, Alain Pagès, Jacques Planquel, Pierre-Yves Post qui nous a rejoints, Jean-Jacques Sonon, Philippe Savinel nous a rejoints, Jean-Philippe Sémillon en faisait partie, Caroline Sionneau, membre du CA, nous a rejoints et Claude Simon en faisait partie. Je veux dire que dans cette liste, beaucoup faisaient partie de l'ancienne mandature et étaient déjà à cette commission. Et c'est une marque de confiance que vous nous avez fait, messieurs, en nous confiant les rênes de cette commission. Qui est certes pas la plus facile à exprimer parce que c'est une matière, vous serez d'accord avec moi, un peu aride, difficile à restituer pour être audible, pour pas fatiguer nos auditeurs. Mais je dirais que tous ces gens qui ont tous des compétences, parce qu'on y retrouve des directeurs de banque, on y retrouve l'ancien notaire, on y retrouve des directeurs de société, des directeurs financiers, j'étais moi-même expert comptable. Donc c'est des gens qui ont développé leurs compétences au service de cette commission. Et je peux dire qu'ils l'ont fait avec une grande abnégation, une très grande loyauté aussi vis-à-vis de l'administration en place. Et ça, je voulais le souligner en préambule. Les travaux réalisés par la commission des finances, moi je dirais, je ne sais pas si je vais suivre le slide complètement. Il y a, à mon sens, sur cette commission des finances, il y a deux temps forts. Deux temps forts qui sont un peu l'arrêté des comptes qui intervient au mois de juin pour valider tout le travail fait par les services. Alors aujourd'hui, d'Arnaud Barentin, que je remercie, préalablement de son prédécesseur,
François Laurence, le travail de Carmen Delru que je cite bien volontiers, et donc valider tous ces travaux préparatoires pour ce qu'on appelle en langage comptable l'atterrissage des comptes. Mais il y a également un autre temps fort dans l'année qui est un travail qui se fait pour la présentation du budget, pour valider les hypothèses de la nouvelle année et mettre tout ça en équation. Et peut-être très important, et j'aurais dû le préciser au début de mon intervention, le rôle de cette commission est d'accompagner. En aucun cas elle ne prend des décisions, elle éclaire le Conseil sur les options, et des options, on va le voir peut-être dans le slide suivant. Il y a eu des options à prendre suite à des actualités. C'est ça que la société du trotteur français a traversé pendant cette période qui n'a pas été simple. Donc il y a eu notamment la crise Covid, c'est rappelé sur le slide qui est passé par là, qui a donc dû entraîner une gestion rigoureuse de la trésorerie, accompagnée d'un versement d'une prime de solidarité. Il y a eu également le grand sujet, qui a été un grand sujet, qui nous a partagé même au sein de cette commission, puisque je crois que c'est l'endroit où on peut tout dire, sur le plan du recours aux prêts garantis par l'État, le PGE. Les avis étaient partagés, moi-même j'en avais un, que j'ai toujours, qui est de dire que, à mon sens, c'est un produit qui certes, sur l'instant, aurait eu de l'intérêt, sans doute, en termes, et notamment en allocation, mais de toute façon, c'est remboursable. Il y aurait eu des échéances, quoi. Donc moi personnellement, mais il y a eu un vrai débat, et soyez-en convaincus, on n'était peut-être pas favorable à la mise en place de ce PGE. Qu'est-ce qu'on cite d'autre? Eh bien oui, l'actualité fait que nous sommes à Thémis aujourd'hui. Donc ce financement de Thémis, nous avons demandé à la Commission à ce qu'il nous soit détaillé, présenté, puisqu'il y a tout un montage financier un peu complexe. C'est là où j'ai la limite là, dans mes propos, parce que je suis entraîné par des propos un peu techniques et je vais essayer de... Surtout qu'il vous reste 30 secondes, Gérard. Ah, il me reste 30 secondes. C'est rapide. De dire avec des apports en compte courant, du financement par emprunt, donc tout ça, ça a été bien analysé. Le budget 2023, le tenir à l'équilibre, effectivement, dans un contexte défavorable lié à l'inflation, et donc c'était pas évident. Des versements complémentaires que nous avons validés qui sont intervenus pour venir en aide aux professionnels, que ce soit les propriétaires, que ce soit les éleveurs, et également aussi valider, et ça fait l'objet d'un large débat, toute la politique de placement de notre société mère, puisque aujourd'hui on s'aperçoit qu'avec la remontée des taux, il y a des performances assez intéressantes à aller chercher et qui contribuent de manière très significative. On l'a vu pas plus tard que hier avec le budget révisé, si j'ose dire, le temps de passage au mois d'août, que ces placements, aujourd'hui, le produit de ces placements est peut-être prépondérant pour partie dans la fabrication de notre résultat. Et enfin, et ça c'est le sujet qui nous occupe et qui va nous occuper dans les jours à venir, puisque la commission des finances sera représentée au sein d'une commission un peu plus élargie, avec des personnes de la commission des travaux et d'autres, pour le renouvellement de la concession de Vincennes dont vous avez tous entendu parler, et qui va peut-être même bien au-delà de la réflexion, va bien au-delà peut-être de la concession elle-même. Je conclurai en disant que je me félicite, et la commission des finances se félicite, et notamment ça a été rappelé dans la première présentation, sur l'évolution très positive qui a été enregistrée entre 2019 et aujourd'hui, tant au point de vue de la situation financière des fonds propres que des encouragements qui ont pu être largement redressés. Il faut dire que 2019, j'avais vécu la mandature précédente, 2019 n'aurait jamais dû arriver comme ça, parce que les signaux, cette commission les avait déjà lancés, mais elle n'a sans doute pas été suivie, et peut-être que de subir de plein fouet en une année la décrue du PMU qui était en place depuis 2012 et le traduire par une baisse sévère des allocations en une seule fois, peut-être que, et même précédé d'augmentation, même les années avant, alors qu'on savait très bien que le PMU baissait, peut-être que la prudence aurait voulu qu'on l'anticipe un petit peu. Donc on a mis la barre très bas, et pour dire que
Par contre, elle a été largement redressée depuis, et ce sera mon propos de conclusion. Merci. Merci Gérard Cazeneuve, merci beaucoup. Ce n'est pas un exercice simple. Merci beaucoup Gérard Cazeneuve de nous avoir compté, expliqué, commenté tous ces travaux. Alors une fois qu'on a des budgets, eh bien il faut innover, il faut créer. Et je vais demander à Jean-Philippe Marie de venir me rejoindre tout de suite sur scène pour parler de la commission des programmes. Jean-Philippe, bonjour. Le micro est là. Et on veut savoir en effet comment la commission des programmes a-t-elle travaillé. Bonjour à tous, content de vous voir chez nous aujourd'hui. Moi, j'ai une commission qui est très importante quand même, puisque c'est la rétribution à donner à tout le monde. Et nous avons travaillé, je tiens à souligner et remercier tous ceux qui ont participé, hein, mais je ne vais pas citer tout le monde, et puis l'équipe du TRO qui nous a ramené un travail excellent et qu'on a pu travailler dessus. Donc nous, on a travaillé en plusieurs parties. On a commencé, quand je suis arrivé, j'ai remplacé quand même quelqu'un qui a été 25 ans au programme, Yves Dreux. C'était pas une partie facile pour moi. Donc, quand on est arrivé, on a fait l'éclairage de la grande piste de Vincennes avec l'adaptation des programmes en 1. Après, nous sommes passés à la réforme du programme de sélection des jeunes chevaux. La création des Sulky World Cup, hein, Prix Eurasie les 4 ans, le Bold Eagle les 5 ans. La création des Cornulier Races, avec 2 nouveaux groupes 1 pour 4 et 5 ans. Le regroupement des courses de groupe 1. La journée des champions avec 3 groupes 1 montés en juin. La journée des critériums en septembre. Et la journée des courses poursuites en fin de meeting d'hiver au mois de mars. La réforme du programme des grands prix de chevaudage. La prise en main de l'outil du calcul du risque de nombre de partants par course. La mise en place d'un plan d'action visant à lutter contre la baisse des partants par course, la suppression de courses européennes en région pour plus de courses européennes à Paris, ce qui fait aujourd'hui qu'on va avoir quand même 9 courses en moyenne de moins européennes en province pour les avoir dans les belles courses à Paris. La gestion de l'augmentation des prix de course au cours du mandat et aussi la refonte des programmes pendant la crise Covid. Ça fait un menu bien riche, bien chargé. S'il fallait détailler ou s'il fallait ressortir quelques thèmes principaux, quels seraient-ils, Jean-Philippe ? Je suis un adepte des courses montées, donc je me dirigerai. Petit palmarès. Voilà, donc je me dirigerai sur la belle évolution qu'on a fait sur nos courses montées, avec un marketing impulsé par notre président Jean-Pierre, et à qui je remercie d'avoir mis cette discipline que je trouve aujourd'hui un peu en danger et que je demande à tous mes collègues socioprofessionnels de faire au moins nos bons apprentissages qu'on avait dans le temps. C'est un sujet important qu'on évoquera tout à l'heure aussi, l'apprentissage. Les chantiers principaux qui auront donc animé particulièrement cette commission ? Ben oui, on a créé une commission de chantier, on a appelé ça les chantiers, sur l'analyse de baisse de partants, la moyenne de baisse de partants par course. Donc on a établi ça en plusieurs chantiers. Le premier portait sur la composition d'une réunion de course suivant la localisation, son audience et la catégorie des hippodromes. Le deuxième chantier, il portait sur le rééquilibrage du nombre de courses par âge, effectifs, discipline, région et date, et sur une réflexion concernant la création d'un programme offrant des conditions de course plus adaptées aux chevaux devenus peu rentables. Et ça, on y est. Et Benoît, il veille au grain. Benoît Fabriga. Voilà. Et troisième chantier était de la réflexion pour favoriser le développement du nombre de montes par jockey et une meilleure répartition des chevaux de qualité entre les entraîneurs et l'analyse des impacts sur la réglementation actuelle qui restreint l'accès au circuit de course. De ces chantiers, 2 conclusions principales se sont ressorties. Un manque de personnel et une recherche plus importante de rentabilité. Du coup, il faut qu'on soit à l'avenir. Eh bien, aujourd'hui, oui, si on est réélu, parce que voilà, mais bon, j'aurais passé quand même une belle mandature, ce sera pour moi un bel exercice, je pense. Hein. Et demain, il faut qu'on pense à la suite. Je crois que les instances régionales devront être plus impliquées dans la réforme des programmes dans la nouvelle mandature.
car les défis de demain seront aussi un cas par cas. Et l'élaboration du programme des courses devra aussi tenir compte des mesures de la restriction d'eau et de la gestion sur cette ressource. Une charte sera signée par les sociétés de courses, les pistes étant considérées désormais comme des terrains sportifs. Aussi, les nouveaux programmes se construiront et devront tenir compte de la carte hydrogéologique, d'acceptabilité de l'eau en cas de repli. Nous devons anticiper et gérer avec efficacité la baisse des partants, synonyme des enjeux, et l'adaptation au changement climatique. Ça en fait des enjeux. Il y en a beaucoup et c'est fait que d'enjeux et de jour en jour. Est-ce qu'il y a un dernier mot, Jean-Philippe, peut-être pour conclure? Pour conclure, moi j'ai passé un bel exercice, je pense, hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je suis très satisfait surtout de mon équipe qui est derrière moi. Et je pense que demain, on en verra aussi toutes les conséquences avec la belle journée qu'on va avoir. Et je vous invite tous à nous rejoindre demain. La journée des critériats. Merci Jean-Philippe Marie pour la commission des programmes. On va continuer un petit peu dans la même thématique pour parler de la commission du code des courses. Et j'invite à me rejoindre tout de suite sur scène. Alors, ça devait être Serge Pelletier qui ne peut pas être là. Ce n'est pas Pierre Belloche. Rappelez-moi qui nous rejoint maintenant. C'est Jean-Philippe Marie qui reste. C'est pour ça, je voulais pas que tu partes, Jean-Philippe. Mais si, un mot sur la commission du code. Un mot sur la commission du code, en effet, et les travaux qui ont été réalisés. On avait préparé ce slide également pour évoquer effectivement le travail qui a été fait. Ouais, je prends la place du président, malheureusement il n'est pas là. Je n'avais pas préparé pour cette intervention. Le code, c'est quelque chose qu'on met en question tous les jours. Hein. Guillaume est bien là pour nous soutenir avec ça. C'est pas des parties faciles parce qu'on doit prendre des décisions qui ne font pas plaisir à tout le monde, ça c'est sûr. Mais je pense qu'on vient de mettre quand même quelque chose au point qu'on n'avait jamais eu chez nous au TRO, c'est la commission d'appel. Et la commission d'appel aujourd'hui, de plus en plus nos socioprofessionnels ont le droit d'y souscrire et ça porte ses fruits. On a déjà des appels qui sont fructueux et c'est bien ressenti dans nos campagnes. Eh bien voilà, c'est efficace, c'est direct. On peut retenir également la mise en place des suites aux assises du TRO, qui avait été d'ailleurs une sorte de pierre angulaire de cette mandature, l'avis de l'entraîneur au partant, avec donc les fameux emojis et les couleurs, déclaration des plaquets dans le cadre des déclarations des ferrures, et puis également l'option des chevaux à vendre pour générer, dans la mesure du possible en tout cas, du marché et des transactions accessibles sur Infonet. Merci Jean-Philippe, très bonne improvisation. Merci beaucoup. C'était parfait. Merci. Merci Jean-Philippe. Alors, on va évoquer maintenant comment réformer tout cela, et pour en parler, le groupe de travail du code des statuts et du code électoral, c'est François Fancheli-Conti qui me rejoint sur scène, s'il vous plaît. Président François Fancheli-Conti. Bonjour à vous, merci de nous avoir rejoints. Parlez-nous de cette commission donc, et notamment de ce travail qui a été réalisé autour de la réforme des statuts et du code électoral. Voilà, alors je voudrais dire d'abord que je substitue le président Lanoé, puisque je crois qu'il n'a pas pu être des nôtres. Alexandre Lanoé, oui. Et donc je suis comme Monsieur Marie tout à l'heure, je prends les choses au pied levé. Alors c'est un gros travail que nous avons fait au niveau de la réflexion de la modification, de la réforme des statuts. Étant précisé qu'il ne s'agissait pas de faire une révolution et qu'en même temps il fallait adapter les statuts aux évolutions de la société, du monde moderne et des changements que tous les jours le rapport au cheval, le rapport à l'hippodrome, le rapport aux courses vient à être modifié. Alors on n'entrera pas dans les détails techniques de nombre, de modalités, d'élections, mais je crois que les grands traits de cette réforme des statuts ont été d'une part une augmentation sensible du nombre des propriétaires. Je crois que là c'est une évolution très importante.
dans le passé, pour pouvoir être considéré comme propriétaire, avoir accès au droit de vote, pouvoir participer aux instances, il fallait impérativement avoir une certaine propension au propriétariat. Aujourd'hui, il a été décidé, ça a été un débat qui nous a animés sous l'autorité et les conseils de notre ami Guillaume Maupin, qui a une connaissance universelle des courses, qui nous a semblé qu'aujourd'hui, il était important, pour diffuser la culture des courses, pour diffuser la culture du trot, et faire en sorte que chaque participant à notre activité se sente impliqué dans celle-ci, que tout propriétaire, fût-ce d'une once de cheval, soit considéré comme propriétaire, traité comme tel. Et que par conséquent, il puisse être appelé à participer aux élections en tant qu'électeur. Au niveau de l'éligibilité, c'est autre chose. On en est un petit peu plus exigeant, mais au niveau de l'électorat, chaque participant dans n'importe quelle forme même en qualité de bailleur, même en qualité de bailleur, pourra participer aux élections. Ensuite, les grandes réformes ont été la décision de créer une commission d'appel, qui était un sujet qui était en discussion depuis de nombreuses années. Et finalement, la décision majoritaire s'est faite et a été suivie ensuite par l'adoption de ces statuts par le comité, de créer cette faculté d'appel, sauf pour les problèmes d'allure. Et puis, une décision qui a été beaucoup plus controversée a été celle de créer une commission de déontologie qui est destinée à faire en sorte que des comportements totalement anormaux qui pourraient être détectés et qui seront certainement exceptionnels, et on peut même espérer que cette commission de déontologie ne se réunisse jamais, mais que si certains d'aventure avaient des comportements qui étaient jugés inopportuns, eh bien, elles puissent faire l'objet de sanctions, comme dans toutes les fédérations sportives, au football, au vélo. On a d'ailleurs consulté à cette occasion avec le conseil de notre avocat, qui était Maître Guillaume, Maître Beau, qui nous a beaucoup aidé dans ce travail. On a pu consulter les statuts des autres fédérations. C'est ce qui est intéressant, la méthode. La méthode, c'est intéressant d'en rendre compte. Dans la méthode, il y avait de la consultation, faire venir des experts en la matière. Alors, bien sûr, on a été suivis pendant nos travaux par un avocat qui est Maître Beau, qui nous a beaucoup apporté, donné beaucoup d'informations, et qui nous a permis de faire un aggiornamento de nos statuts, de manière à faire en sorte qu'ils soient plus adaptés au monde moderne. Alors je le répète, c'est pas du tout une révolution que nous avons fait, c'était très largement un dépoussiérage et une adaptation à un certain nombre de nécessités qui nous sont apparues, et qui finalement, pour la plupart, au-delà de quelques péripéties, ont été considérées comme satisfaisantes par presque tout le monde. François Conti, merci beaucoup. Merci pour cette intervention, c'était parfait. Merci à vous. Alors pour réformer, il faut aussi consulter au préalable, on le disait, et cette mandature aura été marquée par plusieurs moments d'échange et de rassemblement. On se rappelle des assises initiales, les assises du trot. Il y aura eu aussi bien sûr les journées des propriétaires. Il y aura eu également les assises de l'élevage, dont on va parler maintenant avec Hugues Lévesque pour parler de la commission de l'élevage. Hugues Lévesque, s'il vous plaît. Bonjour Fabien, bonjour à tous. Bonjour Hugues. Que s'est-il passé dans cette commission de l'élevage au cours des dernières années ? Commençons par le début, on va la présenter parce que le service de l'élevage est quand même un service important, c'est la base de notre institution. Mais en fait, c'est très très peu de personnes. Il y a 3 personnes au service de l'élevage, Romane, Camille qui n'est pas là, Valérie, son directeur et responsable Arnaud Duloir, qui est un peu l'homme qu'on n'aime pas voir arriver parce que c'est lui qui s'occupe lorsqu'il y a des contrôles positifs dans les écuries pour voir ce qui s'est passé. Mais donc le service de l'élevage, c'est 4 personnes, ce sont 4 personnes. Ce service de l'élevage, la première chose qu'on a fait, alors la commission
Elle est composée d'un certain nombre de personnes. Je vois Philippe Beauf, qui est le maître à penser, qui étudie lorsqu'on reçoit les documents la veille ou l'avant-veille de la commission. C'est lui qui passe la nuit à bien étudier tous les chiffres, toutes les statistiques. Et c'est lui qui remet le doigt là où ça fait mal. Bien. D'abord, la première chose qu'on a eu à trancher, qui était une chose importante, c'était la mise en place du barème couleur pour la catégorisation des juments. Et on peut en parler une seconde. C'est quelque chose qui, quand même, porte des fruits et pérenne, puisqu'il n'y a plus besoin, tous les 10 ans, de baisser d'une seconde parce que les courses vont de plus en plus vite. Et donc, la catégorisation des juments, normalement, elle est établie. On a suivi de près le fait de constater que ça n'avait pas été au détriment des éleveurs et des juments. Il y a toujours, grosso modo, par génération de chevaux, 10% des juments qui accèdent à la première catégorie, 11% des juments qui accèdent à la première catégorie. C'est quelque chose qui se maintient. Ce qui fait que dans le cheptel des juments saillies, grosso modo 35%, 39% des juments sont en première catégorie, un petit peu plus de 20% en seconde. On a 54% de notre cheptel qui est en première, deuxième catégorie. Donc chaque éleveur peut essayer de voir dans son propre élevage s'il est à peu près dans les clous. Voilà. Donc après des choses importantes qu'il y a eu, on a été sollicité avant les assises de l'élevage par faire une réflexion sur le transport de la semence. C'est un sujet qui fâche, mais on a mené une réflexion approfondie. Qui a été mise sur la table. Qui a été mise sur la table, où les sujets ont été divisés en trois choses. La partie technique, la partie économique et la partie juridique. La partie technique, la partie économique, on fait dire un peu ce qu'on veut aux chiffres, je dirais. Ça n'a pas été un souci de donner des résultats qui valaient ce qui valait. Le plus compliqué était la partie juridique qui a été confiée à un professeur d'université émérite, spécialiste dans le droit européen et agricole, qui était le professeur Bluman. Il a rendu quelque chose de très précis, qu'on a analysé en détail, qui a mis le doigt sur des choses qui font peur dans la société de nos courses, puisque on sait que 84% de nos allocations sont réservées aux trotteurs français. On y tient mordicus, n'est-ce pas Guillaume? Et donc les gens qui veulent manœuvrer des épouvantails disent oh là là, si on changeait quoi que ce soit dans le studbook, on s'expose à l'écroulement de notre système de financement des courses. Je crois qu'il faut raison garder, on n'en est pas là. Malgré tout, sur la forte opposition qui a été constatée, il a été décidé le statu quo et c'est quelque chose pour lequel qui est acté comme ça. Voilà. Donc ensuite, l'autre chose importante, ça a été la mise en place d'un groupe de travail parce que si on reprend un petit peu en 1992, il y avait 20 000 juments saillies. Il y a des choses qui ont été mises en place parce que l'État a dit c'est trop, c'est pas possible. Donc il y a beaucoup de règlements qui ont été mis en place, que les éleveurs comprennent plus ou moins. Beaucoup de juments qui ont été retirés. Il y a eu des mesures incitatives. Depuis quelques années, il n'y a plus de mesures incitatives. Mais enfin, de 20 000 juments saillies, on est arrivé à peu près à 12 000 cette année. Et de 15 000 naissances, on est arrivé à peu près à 9 000. Il va peut-être en être moins de 9 000 poulains en 2024. Et donc, dans le constat de savoir, en fonction du nombre de nos courses, du nombre de nos partants qui diminuent, on est tiraillé par le fait aussi qu'on qualifie la moitié de la classe d'âge et que l'autre moitié, on est facilement attaquable sur ce qu'elle devient. Donc on a mis en place un groupe de travail en se disant quel nombre optimal on veut faire naître de poulains. On a associé à cette recherche, à cette démarche, toutes les associations d'éleveurs, syndicats des étalonniers, syndicats des entraîneurs. Tout le monde a adhéré, la réflexion a été approfondie. On a estimé que le bon chiffre était autour de 10 000 naissances. Donc on est déjà passé en dessous. Donc il a été décidé de supprimer quelques contraintes. Pour faire court, la priorité a été donnée aux juments plus jeunes, de qualité. On peut faire saillir des juments de première catégorie plus tôt, des juments de deuxième catégorie plus tôt. On a pris en compte il y a des irritants toujours dans les règlements. Donc il y a des gens, par exemple, qui avaient une jument exclue, qui qualifiaient un poulain de 3 ans. Ils se disent, c'est bon, ça y est, j'ai mon nombre de qualifiés. Mais non, il aurait fallu que ce soit un 4 ans. Donc on a essayé de gommer ces irritants-là. Bon, le règlement du studbook est assez compliqué.
Et donc, le règlement du studbook est assez compliqué. Et donc, c'est difficile d'en donner tous les détails ici. Ensuite, le gros travail qui a été fait, il y a eu de déposer, il va être déposé, ou il a été déposé hier soir, le livre de généalogique. On devait se mettre en conformité, la SETF devait se mettre en conformité au niveau européen. Elle est l'organisme de sélection du trotteur français. Ce n'est pas un monopole. N'importe qui peut déposer un dossier pour se mettre organisme de sélection du trotteur français. C'est un boulot considérable. A priori, on n'a pas de concurrent. Mais le document a été rédigé. Il y en a 64 pages. Tout est stipulé dedans. Ça a été déposé au ministère. Donc, ce travail-là, considérable, vient d'être effectué. Donc, normalement, on est en règle. La commission de l'élevage, pour parler des choses plus agréables, je dirais, quand on a vu que les allocations étaient rattrapées, on a dit d'accord, rattrapées, mais les éleveurs ont quand même été les premiers punis. Éleveurs, bah oui. Ont été les premiers punis, puisque c'est à eux qu'on a baissé de 12,5 à 12% la prime à l'éleveur, en premier, en se disant, bon, on va pas trop les entendre. Et voilà, le coup de massue a été sévère. Donc quand on a rattrapé les allocations, on a demandé, hop là, il faudrait peut-être nous remettre notre petit demi% là. Et on est tombé sur un conseil d'administration assez coopérant. Et donc, je me tourne vers Patrick David, parce que Patrick David, c'est le gestionnaire qui serre la vis. Et donc, un peu dans l'euphorie de ce groupe de travail qui devait analyser un peu les résultats, on a estimé aussi que le nerf de la guerre étant l'argent, l'éleveur étant le premier contributeur, on pourrait peut-être demander une petite surprime. Donc, on l'a demandé. On nous a dit, une petite surprime, d'accord, mais ça viendra forcément au détriment d'allocations. Donc voilà, mais c'est quand même dans les tuyaux, et je pense que c'est quelque chose qui réellement pourrait être demandé pour quand même valoriser ce travail qui est un travail dur. On voit la vitrine des chevaux qui passent sur les rings de vente qui se vendent cher, mais il y en a beaucoup aussi qui se vendent pas cher, ou que les éleveurs conservent, ou qui vendent pas cher en se disant, si j'ai des primes à l'éleveur, ça me permettra de faire vivre ma boutique. Et donc, on a toujours cette idée-là. Merci Hugues Lévesque, merci d'avoir été très complet sur les travaux de la commission élevage. On passe à la commission province et je demande pour représenter cette commission à Franck Pellereau de me rejoindre sur scène, s'il vous plaît. Franck Pellereau pour la commission province. Bonjour Franck. Vous avez eu l'occasion à de très nombreuses reprises de se croiser sur les hippodromes de région, de province. Quel message avez-vous transmis sur ces hippodromes au fil de ces années ? Tout d'abord qu'on pense à eux, et bien évidemment. La province fait absolument partie de la SETF et de l'organisation. On a une base qui doit être la plus large possible, la plus solide, et sur des bonnes bases, après on peut faire de la sélection. Mais j'ai un petit peu de fierté de dire qu'on n'a pas fermé un seul hippodrome, qu'on n'a pas enlevé une seule course au programme qui était existant. Ce qui veut dire qu'on a réussi à maintenir la base, la province, que ce soit du PMH, du premium, et tout le monde peut bien le voir. On a vu qu'on n'avait pas moins de courses qu'avant. Avec quelle méthode, avec quels arguments, avec quelle conviction ? Avec quelle conviction ? La conviction, on l'a. Après, la méthode, elle est simple. C'est-à-dire que on a eu évidemment des baisses de nombre de courses par moins de dédoublement, mais ça, on le gère aussi en commission de la province. Mais je veux dire qu'à partir du moment où on avait réussi à réaugmenter les allocations et toujours arriver à donner de l'argent aux sociétés de course, parce que une société premium touche plus d'argent évidemment qu'une société PMH, mais ça avait été diminué, on a remonté un peu ça, on essaie de donner un bon coup de main à nos sociétés de province, et donc voilà, on a réussi à maintenir tout ça. Vous organisez également des échanges avec les élus locaux, comme on les appelle, ce qui fait une très grande famille, hein, un très grand groupe. Qu'est-ce que vous leur dites ? Eh bien, on leur dit qu'une société de course sur une commune, c'est une chance. En allant me promener et par le GNT, par le Trophée Vert et par mon métier aussi, parce que j'ai encore quelques chevaux qui courent, quand je rencontre des sociétés de course où ça se passe pas bien avec les communautés ou de communes ou municipalités, enfin les politiques en général, ces sociétés de course-là sont en danger. On en a 2 ou 3, c'est pas non plus... voilà. Il faut savoir qu'on leur redonne un petit peu d'argent, parce que sur les gains, sur les paris effectués sur les hippodromes de province, les municipalités et les communautés de communes
touche ce qu'on appelle la taxe milliard. Enfin bon, il touche un petit peu d'argent. Lorsqu'on a une société premium, c'est pas anodin non plus. Hein, il touche quand même un peu d'argent. Donc, on est sûrement dans des associations au niveau des communes qui leur coûtent rien ou pas grand-chose. Merci Franck. Un autre mot à ajouter peut-être pour la suite. Je voulais dire que la commission de la province est composée des 9 présidents de conseils régionaux, parce que les gens ne savent peut-être pas, c'est intéressant, et des 9 présidents des comités régionaux, plus 2 personnes qui sont M. Forcilli-Conti et M. Sémeillon. Donc nous sommes 18 et on se réunit toujours les veilles de comité. C'est une tradition, c'est comme ça, on n'a rien changé. Et en général, ça se passe bien et on a beaucoup de points à voir, autres que ça. On voit aussi les qualifications, on suit beaucoup de dossiers. Merci beaucoup. Merci Franck Pellereau pour représenter la commission province. Après les régions, après la province, on va revenir sur Paris et on va parler de Grosbois. Et cette fois, j'invite bien Patrick David à me rejoindre sur cette, s'il vous plaît. Patrick David, qui représente JKS, lequel est à Vichy pour les partants et qui a donc travaillé sur cette commission et groupe de travail Grosbois. Quelle est sa nature, quelle est son essence, cette commission? C'est une commission qui est très importante pour Grosbois, pour les locataires de Grosbois, et c'est aussi une commission qui est importante pour l'association, hein, parce que Grosbois est quand même un besoin financier important pour fonctionner. On est déficitaire sur Grosbois, c'est-à-dire que les loyers ne compensent pas le coût d'exploitation de Grosbois. Donc tout ce que l'on fait et décide pour Grosbois a quand même une incidence importante pour les locataires de Grosbois, mais aussi pour le reste de l'institution. Donc qu'est-ce que l'on a fait sous l'égide de Gilles et de M. Valazic, parce que j'associe vraiment M. Valazic, qui est le directeur du site de Grosbois. Alors c'est une commission qui marchait avant, hein, pour ceux qui sont à Grosbois, il y avait toujours cette commission Grosbois. Peut-être ce qu'on a essayé d'ajouter en plus, je dirais, c'est vraiment un fonctionnement où il y a une bonne représentation de l'ensemble des socioprofessionnels de Grosbois, une bonne entente avec M. Valazic. Donc c'est pas M. Valazic contre les locataires, mais c'est M. Valazic avec les locataires. Donc il y a une notion de travail en groupe qui est vraiment importante. Pour certains qui vont peut-être m'en vouloir, c'est qu'on a été quand même assez strict sur le respect des règles à Grosbois. C'est-à-dire que si on est à Grosbois, on paye un loyer. Et au bout d'un moment, si on ne paye pas de loyer, on s'expose à ne plus pouvoir rester à Grosbois. Bon, alors il y avait peut-être des situations qui étaient acceptées et qui étaient inscrites dans la durée. On a arrêté ces situations-là. On a fait avec toute la prudence nécessaire par rapport aux locataires concernés. Mais on est arrivé au bout de ça. Et donc aujourd'hui, il y a des établissements qui ont été rendus libres parce que ceux qui sont partis, malheureusement, n'avaient plus les moyens de payer. Donc on a assaini un peu cette situation économique. Ensuite, je dirais, on a sur le renouvellement des concessions qui sont libres, je pense qu'on a un travail très, très démocratique, d'accord. Donc c'est-à-dire qu'on valide, M. Valazic valide les dossiers en termes de solidité économique de la demande, et ensuite nous on attribue les logements dans l'ordre d'inscription. Donc c'est-à-dire que ce soit un gros entraîneur ou un petit entraîneur qui demande un loyer, une location, s'il était inscrit avant, c'est lui qui sera prioritaire, pour peu qu'il remplisse les conditions. Idem pour le nombre de box, c'est vraiment par rapport à son cheptel, par rapport je dirais qu'on lui donne, etc. Donc on essaie d'être le plus juste possible dans l'attribution des box. Puis ensuite, on a favorisé avec Monsieur Valazic l'utilisation de Grosbois pour d'autres choses, c'est-à-dire que, alors ce ne sont pas des montants énormes, mais petit à petit, on arrive à avoir quand même des activités, en particulier estivales, sur le site de Grosbois, qui amènent d'autres populations, des populations de chevaux de concours, etc. Et ça ne peut se faire qu'avec l'accord de la commission, parce qu'il y a à un moment donné une cohabitation entre nos chevaux qui restent pendant l'été. Hein, je ne parle pas de ceux qui repartent en province pendant l'été, mais ceux qui restent en été avec ces visiteurs de l'été, d'accord. Donc des règles de jumping, des règles de partage d'espace, de route, de circulation, etc. Et vraiment, ça se passe très très bien, d'accord. Et je pense qu'on a vraiment
Il y a quelques-uns qui vivent dans cette commission. Il y a Valérie Abribard, par exemple, qui est dans cette commission. Cette commission-là, elle vit très très bien. On se réunit à peu près tous les 2 mois. Et je dirais tout le monde d'ailleurs attend la prochaine réunion parce qu'on veut valider des demandes, etc. Donc voilà pour la commission Grosbois. Un petit mot peut-être sur les box de passage aussi. Ça peut paraître Oui, un détail, absolument. mais à l'heure de la recherche des solutions pour avoir des partants à Vincennes, Absolument, où la absolument, recette absolument. principale, pas unique, mais principale, Absolument. est faite. Quels ont été les travaux réalisés? On a favorisé et on continue à favoriser les box de passage pour les entraîneurs étrangers qui viennent pendant le meeting d'hiver, et avec une rémunération qui est intéressante pour nous. D'accord. Donc, non, je pense on essaie vraiment d'optimiser. On peut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas de crise de commande. J'entends des fois les bruits. Enfin, dans ce milieu, dans ce microcosme, on a beaucoup d'informations, donc je ne réagis pas à chaque fois. Mais bon, on a globalement quand même un taux de remplissage qui est pratiquement total, je dirais, sur le site de Grosbois aujourd'hui. Et bien sûr, pendant l'hiver, on remplit tous les box de passage. On essaie de remplir tous les box de passage pour amener les chevaux étrangers. Je compare souvent Grosbois à une petite ville, si ce n'est un village, et au milieu du village, il y a une école. On va parler d'un autre sujet, si vous voulez bien, de la FASEC. La FASEC, ce n'est pas qu'à Grosbois, c'est un sujet national. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui sur les travaux et les dossiers de la FASEC? Alors sur la FASEC, on a mis du temps avec Jean-Pierre à comprendre un peu la FASEC. Bon, la FASEC, c'était une ligne de dépenses dans nos budgets. La FASEC, c'était des écoles de formation. La FASEC, c'était la gestion de la restauration, etc. Bon. Et à côté de ça, on avait, je dirais, 2 problèmes qu'on a jugés primordiaux dans notre association. C'est le problème de l'emploi, parce que je pense qu'une des causes principales des non-partants sera de plus en plus, de la baisse des partants, sera de plus en plus la difficulté de l'emploi. Même pour les grands élevages, ça sera aussi un problème, l'emploi. Et le deuxième point, c'est qu'on a des jeunes qui rentrent dans ce métier et qui nous a semblé que ces jeunes-là ne sont pas suffisamment accompagnés par de la formation. Donc ils se retrouvent à la tête d'entreprises pour gérer, je dirais, ne serait-ce qu'un budget, mais gérer aussi du personnel. Et on n'est pas certain que ces gens-là, on est même sûr du contraire, manquent d'outils pour, je dirais, manager leur entreprise. Donc on a voulu vraiment réorienter quelque part, je dirais, cette AFASEC, et dire que la FASEC, bien sûr, ça reste, je dirais, un ensemble de départements qui forment, qui organisent la restauration, etc. Mais avant tout, la mission de la FASEC, et M. Ernberger, son directeur, qu'on a recruté pour ça, c'est 2 missions. La mission de l'emploi, c'est-à-dire toutes les conditions pour que les entreprises de notre association puissent de mieux en mieux avoir de l'emploi, trouver de l'emploi pour les cases qui leur manquent, et, je dirais, assurer la mission de formation. Donc ça, c'est les deux sujets. Et puis, deuxièmement, c'est que c'est une entité qui coûte cher, la FASEC. D'accord, c'est une ligne de dépenses. Je ne dis pas c'est coûte cher. Si ça nous permettait d'avoir l'emploi, ça, à la limite, ça ne coûterait pas assez cher. D'accord, mais je dirais, il y a quand même, c'est un coût important. Et là, on a demandé à Arnaud Barentin, je dirais, d'être beaucoup plus proactif au sein du conseil d'administration. Jusqu'alors, on était, comme dans beaucoup de choses dans le TRO, on était présent au conseil d'administration, présent aux réunions, présent pour valider les budgets, mais pas assez proactif vis-à-vis des équipes en place. Donc là, Arnaud a vraiment un rôle dans son rôle de transformation de la société du cheval français, du trotteur français. Il a le rôle de participer à ces organismes pour essayer de les mettre sur les bons rails sur la gestion économique de leurs entreprises. Merci Patrick Taville. Pour conclure peut-être ce sujet de l'emploi, on peut se donner un rendez-vous, c'est une improvisation parce qu'on ne l'avait pas évoqué, mais on a un rendez-vous le 5 octobre, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Ouais. 5 octobre à Cabourg, Forum de l'emploi Made in TRO. On vous invite activement à tous y participer. Vous avez forcément un avis sur la question, n'en doute pas un seul instant. Et ce sera donc un forum très important pour faire l'état des lieux, pourquoi pas générer de nouvelles idées, de nouvelles propositions. Le 5 octobre, rendez-vous à Cabourg. Oui, et puis dernier mot avant que je vous lâche. On a quand même une bonne nouvelle. C'est que la rentrée des classes s'est faite à la FASEC. Avec beaucoup de... Et on a eu 20% de personnes en plus. Et hier, au comité de la Société du Trotteur Français, Guillaume a présenté tout ce que l'on voulait mettre en place pour améliorer la formation de nos professionnels, aussi bien à l'entrée dans la profession, c'est-à-dire pour avoir le diplôme d'entraîneur
je dirais, ou la qualification d'entraîneur, ce qu'ils devront subir comme formation, d'une part, et d'autre part, ce que les gens en place devront petit à petit, je dirais, acquérir comme formation pour élever le niveau. Alors bien sûr, le métier de base et la qualification de base et la qualité de base, c'est de s'occuper des chevaux et d'être dans un sulky. Mais on voit que de plus en plus la société est exigeante et exige toute la gestion de tout un environnement, qui soit du personnel ou des finances de la société, de la boîte, sur lesquels c'est aussi important pour la pérennité de la boîte. Et je me permettrai d'ajouter aussi la communication. Un peu de média training, ça fera pas de mal dans cette formation, j'en suis certain. Voilà. Merci beaucoup. Merci Patrick David. The last but not least, comme disent nos amis anglo-saxons, dernier sujet, mais pas des moindres, c'est le moins qu'on puisse dire. Je vous invite à maintenant accueillir Richard Cord, le docteur Richard Cord, pour en parler de la commission bien-être animal. Et je vous en prie, je vous laisse faire comme chez vous, puisque vous l'êtes, ou presque. Commission bien-être équin, bien-être tout court. Vaste sujet qu'on doit tous prendre en main, définitivement. Comment la commission a travaillé? Alors, d'abord, je voudrais remercier tous les membres de cette commission qui s'appelle Bien-être. Aujourd'hui, dans notre jargon, on va dire vétérinaire, on parle plus de bien-traitance. Parce que le bien-être, c'est un petit peu fumeux qu'en fait, comme expression. Donc, à la demande de notre président, Jean-Pierre Barjon, j'ai succédé à Éric Frémiot, qui avait déjà bien travaillé dans cette commission et qui l'a présidée. Donc, je remercie nos membres, je vais les citer parce que c'est normal, ils se sont tous impliqués au cours de cette mandature. Madame Joëlle Conti, Madame Danielle Mottier, Monsieur François Forcioli-Conti, alors vous voyez qu'il est partout, non? Presque. Olivier de Seyssel, Sébastien Poilane, Pierre-Yves Pose, Jean-Philippe Marie. Nous avons également des représentants désignés du Conseil, M. Thierry Bénard et Franck Pellereau, et également des représentants du CSUDJ Yann Garato, Luna Tuberger, et de l'ECNPT, M. Pascal Bouet. Ce sont ces bénévoles qui travaillent dans cette commission, bien évidemment, entourés par deux permanents qui sont Camille Dossman et Arnaud Diluard, qui ne manquent pas de beaucoup travailler, et ce n'est pas leur seul travail. Donc je les remercie vraiment pour leur implication pendant cette mandature. On s'est réunis au moins 3 fois par an, et c'est toujours très intéressant. Petite précision pour la suite, puisque nous avons eu les élections hier du Collège des cooptés, donc j'ai eu l'honneur et la chance d'être réélu. Et de plus, nous allons avoir le plaisir d'accueillir le professeur Jean-Marie Denoy au sein de cette commission. Je pense que tout le monde le connaît. Et donc, ce sera, on va dire, un acteur pas des moindres. Créateur du CIRAL, éminent personnage dans le domaine vétérinaire équin, mais pas seulement. Oui, on va juste dire que c'est juste un spécialiste international de la pathologie de la locomotion. Et une chance pour nous, il prend sa retraite, il reste professeur émérite, c'est-à-dire qu'il a la permission, entre guillemets, de continuer à consulter, mais il n'a plus aucune activité de gestion au sein du CIRAL. Et donc, il a accepté ce petit challenge pour la commission bien-être. Voilà, donc, la reconversion des trotteurs. Demain, c'est la grande journée, donc soyez présents, n'hésitez pas à faire des dons. Nous travaillons avec 2 associations qui sont l'association Passerelle et la Fédération française de reconversion. L'association Passerelle est reconnue d'intérêt général, c'est-à-dire que vous aurez le droit à une défiscalisation de 60% de vos dons. Ça nous permet de prendre plus de trotteurs en reconversion. Vous le savez tous, c'est un peu le nerf de la guerre, l'argent. Il faut déjà les réhabiliter et ensuite pouvoir les placer. Mais les trotteurs sont des chevaux formidables une fois reconvertis. Donc soyez charitables, non, soyez généreux demain, et même pas que demain, hein. C'est tous les jours possible, directement sur le site de l'association.
Voilà, on a grosso modo, je crois, en 2 ans, on a reconverti 400 trotteurs. C'est un bon chiffre. Et on espère pouvoir développer des nouvelles actions de soutien grâce, bien sûr, à la société d'encouragement du trotteur français. Je suis désolé, je prends toutes les lettres. et de votre soutien, bien évidemment. Voilà, donc ça, c'était le premier point. L'évolution du code des courses au trot. Alors, j'ai un peu une liste à l'après-vert, là. Qu'est-ce qu'on a fait de bien pour les chevaux dans cette commission? On a interdit les feux. C'est quand même une très très vieille technique qui n'a plus aujourd'hui d'intérêt et qui fait quand même souffrir les chevaux. Les vésicatoires sont interdits dans les 14 jours. Les ondes de choc interdites dans les 5 jours précédant les courses, hein, bien sûr. Antibiotiques interdits dans les 5 jours précédant une course. C'est vrai que pour le grand public, faire courir un cheval sous antibiotiques, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Le Carbésia et certains antibiotiques un peu, on va dire que pas critiques, mais avec des interactions particulières sont interdits dans les 4 jours précédant une course. L'infiltration des corticoïdes interdite dans les 14 jours. Et toute infiltration intra-articulaire interdite après les engagements dans les 6 jours précédant la course. Concernant les juments, celles qui ont pouliné ne peuvent pas recourir dans les 240 jours qui suivent le poulinage. Et les juments ayant avorté ne peuvent recourir que dans les 150 jours qui suivent l'avortement. La cravache, vaste sujet. Désormais, seulement 7 coups autorisés dans le parcours et 3 maximum dans les 200 derniers mètres. On va continuer, hein, ne vous inquiétez pas. Je suis là pour ça, on va poursuivre. N'est-ce pas, Jean-Philippe? Non, il n'est pas là, il est parti. Il est là. Nouvelle réglementation sur l'utilisation des guides dans les courses du trot attelé. Et sanctionner tout jockey qui, à l'aide de ses guides, fait un geste brutal pour solliciter la bouche de son cheval ou tout jockey qui fait passer l'une des guides sous la queue de son cheval pour le solliciter. Amélioration du suivi des pratiques en course. On a une nouvelle personne en charge de l'examen vidéo des courses a posteriori, enfin pendant les courses et a posteriori. Et il y a une possibilité d'autosaisine des commissaires de la société et de sanctions complémentaires pour les cas d'actes violents ou d'usage brutal de la cravache. Et enfin, nous avons des nouvelles sanctions dissuasives créées pour l'atteinte au bien-être animal. Voilà, donc vous voyez qu'on a une vraie conscience de l'image de nos courses. C'est l'élément essentiel, c'est là où nos adversaires vont venir nous chercher. Il faut donc qu'on soit, 1, vigilant, 2, prudent et, on va dire, juste avoir du bon sens par rapport à l'image qu'on donne au grand public. Il y a un thème important. Vous avez lancé, en association avec l'INRA et l'IFCE, la création d'une thèse sur le bien-être des chevaux de course. De quoi s'agit-il et pourquoi elle est essentielle? Alors, en fait, on n'a pas de données scientifiques en fait, aujourd'hui sur le cheval de course et le cheval de sport également, puisqu'il y a 2 thèses qui sont menées en parallèle. Donc si on veut répondre à la demande, 1, du grand public, 2, de nos adversaires, il faut qu'on ait, comme dit notre président, de la data. Hein, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des données et qu'ils soient validées. Donc une thèse pour le cheval de course de trot est en cours, elle va durer 3 ans. Elle est supervisée par l'INRA, donc avec des scientifiques, des gens qui sont tout à fait, on va dire, experts en la matière, et on espère voilà, avoir de bons résultats sur cette thèse. Comment ça se passe grosso modo? Les entraîneurs reçoivent une enquête, adhèrent à cette enquête. C'est un petit peu fastidieux, mais on a déjà un bon retour. Voilà. On invite d'ailleurs les professionnels à répondre à ce questionnaire. Ça prend quoi, une vingtaine de minutes? Oui, il y a une petite demi-heure, de son temps, et vous participez à cette thèse qui doit effectivement récolter un maximum d'informations pour être la plus légitime possible. Dernier point, vous parliez de la cravache qui est un vaste sujet. Celui-ci, c'est un autre sujet important également. Hein. L'étude sur les pratiques du déferrage. Voilà, on a peut-être sauté un peu le Race & Care là. Vous avez tous maintenant les images de Race & Care visibles sur tous les réseaux. C'est important.
voilà, de parler de nos institutions, de nos courses, et c'est fondamental. Si on parle pas, eh bien, on n'aura que des soucis de vision. Donc, l'étude sur la pratique du déferrage, c'est une étude qui a déjà été faite il y a presque 10 ans, je crois, par le professeur Denoy, et on va poursuivre. Alors, nous, on poursuit cette étude en termes de statistiques. On s'aperçoit vite fait qu'entre 2015 et 2022, on est passé pour déferrer à 100%, de 960 à 2134 chevaux. Donc vous avez une augmentation énorme de ce déferrage. Après, vous pourrez retrouver toutes les stats là sur 75, 50, 75, etc. Mais bon, visiblement, on a une forte augmentation des chevaux déferrés en course. Donc il est important qu'on puisse avoir des données scientifiques sur cet aspect-là. Pareil, c'est de l'image, mais c'est pas que de l'image, c'est de la bientraitance du cheval. Hein, il faut être conscient de ça. Ça sert à rien de déferrer si c'est pour lui faire mal. Voilà, je crois que j'ai presque tout dit. Je dirais que vous avez tout dit. Même si tous ces sujets méritent certainement encore beaucoup de discussions et d'échanges. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Richard Corde. Et contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, ce n'était pas le dernier thème, puisqu'il y a également la Commission des Relations Extérieures qui doit nous rendre compte de ses travaux et surtout de ses échanges. Philippe Boeuf était là, il grattait un petit peu de la jambe en disant « Mais moi, vous m'avez oublié, Fabien, pas du tout ». Et président Forché-Conti également, je vous invite à nous rejoindre, déjà pour nous expliquer comment vous pratiquez, quels sont les échanges que vous avez dans le cadre de cette commission, avec qui parlez-vous et qui sont ces relations extérieures? Nos interlocuteurs principaux, c'est spécialement l'équipe marketing de Valérie François. Et si vous voulez, quelque part, c'est sans doute la commission la plus facile pour les membres de la commission et pour les présidents que nous sommes, puisque c'est surtout le travail des équipes marketing que nous accompagnons et que nous soutenons quelque part. Voilà, c'est principalement un travail d'accompagnement, de soutien des équipes marketing, impulsé, je pense, par le président Barjon. Et toutes les magnifiques idées, les thèmes, le prix d'Amérique, les Cornulier Races, c'est des idées que nous avons certainement pas eu nous, que nous avons pu accompagner du mieux qu'on a pu, mais c'est le grand mérite des équipes de Valérie François et impulsé par le président Barjon. Voilà. Donc c'est sans doute une des commissions les plus simples à laquelle j'ai eu à participer et pour lesquelles on a eu peut-être le moins de travail, nous, en tant que président de commission. C'est pour ça qu'on a eu deux présidents, parce qu'on n'avait pas beaucoup à faire. Mais la transversalité est au centre également de cette commission, tout de même, M. Forché-Conti, et vous qui êtes à la tête de l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, où toutes les disciplines sont représentées, où toutes les courses sont représentées. C'est l'occasion aussi de parler entre les sociétés mères. Aujourd'hui, tout est plus facile avec Thémis, mais ce n'a pas toujours été le cas, et il faut établir des ponts. Vous êtes constructeur de ponts, en fait. Alors, effectivement, ça fait partie des choses que j'ai ardemment sollicitées, qui n'a pas été très simple à mettre en place. Mais il m'a paru qu'il était opportun d'organiser une réunion dans laquelle seraient confrontés les modes d'action au niveau de la communication des équipes animées par Valérie François, que nous suivons, comme le disait Philippe Boeuf, avec beaucoup de régularité, beaucoup d'intérêt, et sous son autorité tout à fait charmante. Et puis les équipes homologues du galop. Ça n'a pas été très simple, et donc je me félicite d'autant plus qu'aujourd'hui vous ayez pu réunir tout le monde dans une même maison, parce qu'on a quand même senti une certaine réticence à venir se confronter avec ce qui se passait dans le monde du trot. Est-ce que c'était une appréhension? Est-ce que c'était une négligence ou un défaut d'intérêt? Je ne sais pas. Mais enfin, cette réunion a pu avoir lieu. Elle s'est passée dans d'excellentes conditions et ça a été tout à fait intéressant. Non, ce que je voudrais dire en complément de ce que disait Philippe Boeuf, c'est que cette commission, elle est tout à fait passionnante parce qu'elle n'est pas décisionnaire, mais c'est une commission de réflexion. Je vous apprendrai
n'apprendrai rien en disant que le monde change. En 1950, Alfred Sauvy, qui a été le grand sociologue, démographe français, disait « La France est une démocratie paysanne ». Il ne pourrait plus le dire aujourd'hui. Les paysans, c'est résiduel, ça n'existe plus. Autre changement considérable, la loi de 2010, que j'ai qualifiée en son temps de loi scélérate, qualification que je maintiens, et qui fait que nous sommes sortis du confort du monopole, qui nous isolait un peu de l'évolution du monde, pour y entrer de plein pied, d'être confrontés au football, aux toutes les activités sportives, et avec les difficultés que nous rencontrons depuis, puisque effectivement, il ne sert à rien de dire que les difficultés, les besoins d'adaptation que nous ressentons proviennent largement de la promulgation de cette loi de 2010. Alors, face à ces évolutions, et face à la problématique que nous avons, qui n'est jamais totalement résolue, de savoir si nous sommes un jeu ou si nous sommes un sport, si nous sommes un jeu ou si nous sommes un spectacle. Les trois, mon capitaine. Et les trois, mon capitaine. Et quelle est la part que nous réservons à chacun des trois? La commission de la communication, des relations extérieures, s'est saisie d'un certain nombre de ces sujets et a organisé des rencontres avec des professionnels de la communication qui nous ont apporté le regard extérieur de ce que le monde, qui n'est pas le monde des courses, attend du monde des courses et espère du monde des courses ou souhaite rencontrer lorsqu'ils viennent sur un hippodrome. C'est un travail tout à fait intéressant, dont on ne tire pas de conclusion définitive, mais qui, je pense, nourrit la réflexion de chacun, a peut-être nourri un petit peu la réflexion des équipes qui s'occupent parfaitement de la promotion des courses, particulièrement sur les hippodromes parisiens. N'oublions pas les hippodromes de province, qui ne sont pas rien dans l'institution, tant s'en faut, notamment certains hippodromes dans le sud de la France. Pas loin de Nice. Pardon ? Pas loin de Nice. Pas loin de Nice. Oui, voilà, c'est ça. Pas loin de Nice. Et je crois que c'est un travail intéressant, c'est un travail de réflexion, d'évolution, absolument pas décisionnaire. Nous n'avons pas à prendre de décision, mais on a à réfléchir à ce qu'est le produit que nous vendons. Peut-être monsieur le président Barjon sera sensible à ce que je dis, à savoir que nous avons un produit. Qu'est-ce que c'est que notre produit ? Bon, et cette réflexion qui vous appartient de conduire dans la direction de la société mère, si nous pouvons vous apporter une petite contribution, nous le faisons volontiers. Eh bien voilà, ce sera une conclusion, comme toutes les bonnes conclusions, qui ouvre vers d'autres horizons. J'invite chacun des intervenants à nous rejoindre sur scène pour faire la photo traditionnelle de conclusion. Et dans quelques instants, on va pouvoir vous diffuser un film important, puisque c'est celui qui nous donne rendez-vous avec demain, avec le jour de Sacre, le jour des critériums à Vincennes, et avec le film qui retrace d'ailleurs tous les qualifiés qui seront présents. La photo, et dans quelques instants, la vidéo qui sera lancée pour se donner rendez-vous demain à Vincennes pour cette très grande journée de sport, la journée des critériums. Voilà, Valentin assure, merci. La photo. Et pour les invités encore plus souvent, je vous invite de les applaudir pour leur prestation et pour leur compte rendu de leurs travaux. Merci pour vous, merci pour eux. Et on se quitte donc en images et avec un rendez-vous demain, Vincennes, la journée des critériums, jour de Sacre, critérium des 3, critérium des 4, critérium des 5 ans. Merci de votre attention, très belle journée. Kenneth Belef seul en tête, Kachina de Sim qui lutte ensuite avec Anya Perrin.
Peut-être Luna, King of Pera qui lutte avec le Canada qui termine très vite. Kanaka Diaz qui vient prendre l'avantage devant Calamity des répliques. Non, Cocktail Luna nettement devant Kamehameha qui revient à la corde. Joshua Tree qui s'envole vers la victoire. Josh Power qui est deuxième. Jasper Luke qui a pris l'avantage devant Jezebel. Juliette Papa Bravo lancé à la poursuite de Just Love You qui va tenter de résister. Pour ce poursuite, j'aime le foot en tête, mais Joshua Tree vient dominer. It's the beginning, we just got started. It's the beginning, we just got started. It's the beginning, we just got started. Instrumentaliste qui est lancé à l'extérieur, Daoutia en champion qui résiste. It's the beginning, we just got started. Un exploit pour Daoutia qui va revenir gagner. It's the beginning, we just got started. It's the beginning, we just got started.